je débute avec un nouvel épisode qui porte cette fois-ci sur le doctorat en droit, intitulé très provocateur, puisque je vais vous expliquer pourquoi je ne recommande pas de faire un doctorat en droit en 2024. En l'occurrence, je ne recommande pas de vous inscrire en doctorat, c'est-à-dire que si vous êtes déjà inscrit, naturellement, allez au bout de vos doctorats, ça pourra que vous apporter de bonnes choses. Mais vous allez voir qu'en fait, ce titre, il est assez symptomatique de toute la défiance qu'il y a à l'encontre du docteur en droit. Donc, je suis docteur en droit déjà depuis 2 années. Je vous fais un petit peu un retour d'expérience sur la manière dont les docteurs en droit sont perçus, puisque moi, j'ai déjà pu constater cela au sein des écoles d'avocats, enfin d'une école d'avocats, au sein d'autres expériences professionnelles également, pour vous dire que finalement, très clairement, c'est un grade qui perd de son aura. Donc j'aurais vraiment pu commencer ce podcast, si cela avait été une vidéo, en train de brûler mon diplôme de doctorat, tel Gainsbourg avec un billet de 500 balles pour dénoncer ce que devient le doctorat en droit en France. Bon, je tiens à mon doctorat, je tiens à ce diplôme, donc je ne vais pas quand même en arriver à de telles extrémités. Mais en réalité, c'est un petit peu ça quand même, hein. Vraiment, je crois que là, j'ai une certaine aigreur qui est partagée avec tous mes autres collègues docteurs en droit, puisque il s'agit quand même du diplôme, enfin du grade, du plus haut grade délivré par les universités, hein. Et malheureusement, le pacte social en fait du doctorat s'est effondré depuis le mois de novembre. Donc là, on est en décembre 2023, mais vraiment coup sur coup, le doctorat eh bien, est vraiment victime d'un certain populisme intellectuel. Voilà, disons les choses. On a aujourd'hui la suppression de l'admission sur titre à l'ENM, donc par la loi du 20 novembre 2023. Et on a aussi le durcissement de l'accès sur titre aux écoles d'avocats par un décret qui date du 1er décembre 2023. C'est vraiment un coup dur. Et moi, la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est tout simplement que on veut empêcher les docteurs de travailler. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut dire les choses. On a quand même cette problématique où déjà le doctorat, c'est quelque chose, normalement, c'est de l'excellence. C'est de l'excellence universitaire. Donc vous formez pas que des chercheurs, vous formez aussi des personnes qui ont une capacité d'adaptation dans le milieu professionnel en dehors de l'université, hein. Ce sont des profils qui, normalement, ont une forte capacité d'adaptation. Il faut quand même rappeler les choses, c'est qu'à l'université, les doctorants, ce sont des personnes qui étudient donc leur thèse, ils font des travaux de recherche, mais qu'en parallèle, ils ne font pas que ça, ils publient dans d'autres domaines le plus souvent que leur spécialité de doctorat, et également, pour beaucoup, ils font des enseignements. Et dans ces enseignements-là, donc moi je parle du droit public parce que c'est ce que je connais, vous avez le droit constitutionnel, le droit administratif en pôle position, donc des matières extrêmement importantes et qui sont étudiées pour l'examen d'entrée à l'école des avocats, le fameux CRFPA. Vous avez même des doctorants qui corrigent des copies de CRFPA. Et aujourd'hui, on est en train de dire à ces personnes que lorsqu'ils vont devenir docteurs, en fait, en droit, eh bien, il va y avoir un durcissement des conditions d'accès à la profession. Moi, ce que j'ai pu constater, parce que je suis sorti du doctorat donc suite à ma soutenance en 2021, donc ça fait déjà 2 ans, j'ai intégré une école des avocats. Voilà, je ne dirais pas où est-ce qu'elle était située, mais en tout cas, j'en ai intégré une. Et voilà, j'ai trouvé mon compte à certains égards. Ça m'a permis quand même de pouvoir découvrir des éléments pratiques que je n'avais pas forcément dans mon enseignement théorique. Mais ça, vous allez me dire, au même titre qu'un jeune étudiant qui sort du Master 2 et qui obtient son examen d'entrée à l'école des avocats. À la seule différence, c'est que vous n'êtes clairement pas le bienvenu en fait à l'école des avocats. On vous le fait comprendre assez rapidement.
Déjà, dans les discours introductifs de début de promotion, on vous dit voilà, félicitations, vous avez le CRFPA. Et il n'y a aucun mot pour des docteurs, alors que les docteurs représentent quand même une part alors minoritaire, mais quand même non négligeable de l'effectif. En tout cas, en droit public, sur une petite promotion de 15, on a peut-être bien 5 docteurs, voilà. Donc c'était quand même pas rien, mais il n'y avait pas de mots pour eux. En fait, c'était vraiment l'idée. Vous êtes là, estimez-vous heureux, vous avez un privilège et il va falloir faire vos preuves. Mais la question, c'est que en quoi vous avez davantage à faire vos preuves qu'un étudiant qui vient de passer un examen d'entrée à l'école des avocats, sachant que vous avez le plus haut grade délivré par l'université. Il y a un moment, je veux dire, il faut dire les choses, il faut être assez juste, on peut juste au moins reconnaître que quand on est titulaire d'un tel grade, on mérite un respect. Voilà, c'est. Alors évidemment, chacun ensuite, dans son expérience professionnelle, aura à faire ses preuves, mais on ne peut pas partir du postulat que vous êtes moins bon. Moi, j'ai le souvenir d'avoir une conversation avec une professeure des universités qui m'avait dit à une époque, vous allez entrer à l'école des avocats, vous n'avez pas le CRFPA. Et moi, je lui ai répondu, mais pourquoi j'aurais besoin du CRFPA alors que je vais obtenir le plus haut grade délivré par l'université? Je veux dire, il y a un moment donné, j'entre à l'école des avocats, certes par l'intermédiaire d'une passerelle, mais j'ai aussi travaillé pour obtenir cette passerelle. Et je me retrouve dans une situation où je dois me justifier d'entrer dans cette école. Non, en fait, je n'ai pas à me justifier. Alors, certains diront, oui, mais il y a des tests de complaisance. Oui, il y a des tests de complaisance, mais en réalité, je pense que c'est extrêmement minoritaire. Moi, personnellement, j'ai côtoyé beaucoup de docteurs qui étaient suivis par de très bons des très bons directeurs de thèse, maîtres de conférences HDR, professeurs des universités. C'est-à-dire que on part du postulat donc que les professeurs des universités et les maîtres de conférences HDR qui sont habilités à diriger doctorat en fait ne sont pas des gens sérieux. Déjà, on part de ce postulat-là, mais à ce moment-là, on peut dire la même chose. On peut dire, écoutez, les avocats ne sont pas des gens sérieux parce que chaque année, il y a des personnes qui sont radiées et qui passent, qui ont des sanctions disciplinaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même chose. On peut pas préjuger de ce que va être la carrière d'une personne. Évidemment, il y a des docteurs qui vont être de très mauvais avocats. Il n'y a aucun souci. Tout comme on a des maîtres de conférences qui, ont certes eu un doctorat, ont été qualifiés CNU pour devenir enseignants-chercheurs, qui ont été recrutés. Et puis, il y en a, oui, aujourd'hui, ils font pas de recherche, par exemple. Il y a de tout, en fait, pour faire un monde, j'ai envie de dire. C'est pas parce que on est dans une profession que tout le monde fait bien. Mais ça, c'est la même chose avec, le boucher. Vous allez chez votre boucher, chez votre boulanger, vous avez des gens, ils font moins bien le pain que chez leurs confrères ou leurs consoeurs. Donc, il faut arrêter avec ça. En fait, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve, et c'est ça qui me blesse particulièrement et qui blesse beaucoup les docteurs en droit, et c'est la raison pour laquelle je ne recommande plus de faire un doctorat, c'est parce qu'on est en train de mettre en place, et ça va s'aggraver, les conditions de la dévalorisation de ce grade. À l'étranger, quand vous êtes docteur, généralement, ça se passe plutôt bien pour vous. J'en ai pour preuve que j'ai des amis qui sont maîtres de conférences dans des universités étrangères alors qu'ils n'avaient pas trouvé de travail en France. C'est-à-dire que le système français est assez aberrant. On forme avec de l'argent public des étudiants dont certains deviendront docteurs. Donc tout ça, c'est du temps. C'est certes parce que les frais d'inscription en France, il y en a, bien évidemment, mais ça représente pas grand-chose par rapport à ce que éventuellement ça peut coûter à l'État. Et derrière, on n'utilise pas ces compétences. C'est-à-dire qu'on forme des gens et on ne les utilise pas. C'est quand même extrêmement dommageable. Par contre, oui, on va enrichir grâce à ces profils d'autres économies.
Bon, c'est très bien, voilà, c'est l'abbé Pierre, voilà, c'est l'abbé Pierre. On forme des personnes avec l'argent public français qui vont servir à enrichir d'autres secteurs, d'autres pays. Bon, pourquoi pas, c'est très bien, c'est très universaliste, mais en fait, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce que nous n'avons pas de stratégie. On ne le fait pas pour la bonté d'enrichir les autres économies, c'est que nous n'avons pas de stratégie, tout simplement. Donc je ne vous parle pas également du nombre de docteurs qui ne trouvent pas de travail dans leur domaine d'activité, qui font qu'ils vont devoir se reconvertir, sachant que le doctorat, en droit, j'entends, c'est quand même plus de 3 ans après le Master 2. C'est même plutôt entre 5-6 ans. Et encore, à une époque, c'était bien plus. Ça pouvait monter jusqu'à 10 ans. Donc, mais ça, moi, je ne le juge pas. Je veux dire, je suis assez libéral avec le choix des gens. Quelqu'un qui veut faire sa thèse pendant 10 ans, qu'il fasse sa thèse pendant 10 ans, en fait. Ça le regarde. On parle de quelqu'un qui va être sur le marché du travail à l'âge de 32, 33, 34 ans. C'est pas à moi de lui dire, et ça devrait même pas être à l'État de lui dire, ou aux écoles doctorales, et mon gars ou ma fille, c'est pas bien pour toi de faire une thèse qui dure 10 ans. Je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Il y a un moment donné, ils sont extrêmement grands. Donc, moi, c'est pour ça que je parle de recommandations. Je ne vous dis pas, ah non, je vous interdis de faire un doctorat. Bien sûr, aujourd'hui, vous pouvez toujours faire un doctorat, mais il faut savoir que ça ne vous apportera pas autant de choses qu'il y a 20 ans, et même qu'il y a 10 ans. Et semble-t-il, puisqu'on va quand même sur quelque chose de très néfaste pour le doctorat, vous allez, en devenant docteur dans quelques années, vous aurez encore moins de privilèges que si vous étiez devenu docteur il y a 5 ans. C'est ça que je veux dire. Il faut savoir dans quoi on s'engage. Et pour cela, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire les éloges du doctorat en disant « faites un doctorat en droit, vous allez avoir le plus haut grade, c'est super, voilà, ça va flatter votre ego, il n'y a pas de souci, vous allez vous dire « bon, en fait, je suis au maximum là ». Mais la difficulté, c'est ce qu'il y a après. Et ce qu'il y a après, c'est plus dur en fait. Et c'est de plus en plus dur. Vous avez l'exemple de l'université. L'université, c'est de plus en plus difficile déjà d'accéder à un poste de maître de conférence. Donc vous le savez déjà, si vous vous intéressez à la question, vous avez votre thèse qui est soutenue et doit être qualifiée par le CNU pour que vous ayez le droit ensuite de postuler dans des universités pour bénéficier du statut de maître de conférence. Ça, c'est le statut, quand vous voulez faire de la recherche, c'est évidemment la voie commune. Mais cette voie est de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire de plus en plus de choses parce que vous allez être en concurrence avec des candidats qui font aussi de plus en plus de choses parce qu'ils galèrent. Avant, vous pouviez faire une thèse avec quelques articles de fond et puis ça passait. Aujourd'hui, il faut voir le CV de ceux qui postulent au CNU. Je veux dire, c'est impressionnant. C'est des personnes, en fait, qui ont des CV de maîtres de conférences qui étaient jadis en poste depuis 5-6 ans, quoi. C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, les docteurs enchaînent des petits postes de post-doc, de vacations. Ils enchaînent des expériences, mais après, ces gens-là, vous les retrouvez au CNU, je veux dire. Et donc, faut courir après, toujours plus de démonstration de vos capacités pour qu'on vous fasse confiance. Et en fait, ça, c'est extrêmement pénible parce que la carotte, elle est quand même de plus en plus petite. Déjà parce que la rémunération n'est pas exceptionnelle, mais surtout, vous avez de moins en moins de postes. Et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire que vous allez devoir faire, si vous avez la chance d'avoir une thèse qui est qualifiée, vous allez devoir faire un tour de France dans plein d'universités qui vous diront non, non, non. Et derrière, si vous trouvez une place, de toute façon, ce ne sera pas l'Eldorado. Et vous allez devoir vous éloigner de votre famille, vous éloigner de vos proches. Et la question, mais ça après c'est quelque chose de personnel bien sûr, mais c'est est-ce que cela vaut le coup de le faire pour à peu près 2000 et quelques nets par mois? Parce que voilà, ça va pas vous rapporter énormément tout ça, surtout après le nombre d'années d'études que vous aurez effectuées. C'est clairement honteux puisque vous
vous allez vous retrouver avec des rémunérations de prof de lycée alors que vous êtes au niveau du doctorat et que vous enseignez à l'université. Donc c'est complètement lunaire. Et à côté de ça, vous avez aussi, en fait, ce système qui est en train de se détricoter où on vous dit « mais vous n'êtes pas assez bon pour enseigner à l'université, mais on va quand même vous prendre par l'intermédiaire d'autres biais, comme par exemple la contractualisation. » Donc là, on va avoir des personnes qui vont enseigner à l'université dans des conditions encore plus précaires, qui vont chercher, qui vont peu ou prou avoir le même statut qu'un maître de conférence, mais sans être des maîtres de conférence. Et finalement, vous n'avez pas été pris au CNU, mais c'est pas grave, parce qu'on vous prend quand même, parce qu'il faut boucher les trous. Donc là, vous êtes au summum de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire, vous n'avez pas la reconnaissance, mais on va vous prendre quand même. Ce ne sera pas extraordinaire, mais on va vous prendre quand même. Donc là, vous allez vraiment tous les défauts du système. Ça, c'est l'université. Et une fois de plus, j'en veux pas aux universitaires, j'en veux vraiment plus aux gouvernants qui n'ont pas de vision sur l'université. Ensuite, vous avez les autres professions. C'est ce que je disais. Avant, vous pouvez avoir cette possibilité de l'admission sur titre à l'ENM. Donc ça, c'était dans les hypothèses où vous ne faisiez pas une carrière dans la recherche universitaire en droit. Donc ça, c'est suppression. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd. Et également, je le disais tout à l'heure, durcissement de l'accès sur titre aux écoles d'avocats. Donc ça, c'est un décret. Rien d'insurmontable, si vous voulez. Puisque généralement, si vous avez enseigné à l'université pendant de nombreuses années, y compris l'année de votre soutenance, vous allez pouvoir toujours aller à l'école des avocats. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est la tendance. Le CNB, lui, donc le Conseil national des barreaux, ne veut pas des docteurs en droit. Voilà. Je ne saurais pas dire pourquoi exactement. Je pense qu'il y a quelques lobbyistes aigris qui voient dans les docteurs des futurs avocats potentiels qui seraient avocats et en plus seraient docteurs et qui pourraient surfer là-dessus dans le cadre de leur exercice professionnel. Et ça, je crois que c'est mal perçu. Parce qu'évidemment, quand vous vous présentez comme avocat et docteur, par rapport à un avocat qui ne l'est pas, qui n'est pas docteur, eh bien, il voit ça un petit peu comme un avantage concurrentiel. Et ça, c'est finalement mal vu, je pense. Pour le business, c'est pas bon, rendez-vous compte. Donc, c'est véritablement le fait que le CNB aujourd'hui veut la suppression de cette passerelle des docteurs en droit vers les écoles d'avocats. C'est assez simple, c'est-à-dire que eux, ils s'étaient prononcés en faveur de la suppression pure et simple de la passerelle. Au final, ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin. Ils ont proposé un autre texte qui durcissait les conditions d'accès à la profession pour les docteurs en droit, et la conférence des doyens de droit a validé ce texte. Et c'est ça qui est quand même assez fou. Et une fois que ce texte était validé, eh bien, il a été transmis au ministère et il a été... voilà, après, il y a eu un décret qui a repris cette rédaction. Ce qui est assez grave dans cela, c'est que moi, qu'il y ait des tentatives des avocats, pourquoi pas? Et une fois de plus, je dis pas tous les avocats. Il y a un lobbying, je veux dire, au CNB pour que les docteurs en droit ne puissent plus devenir avocats de cette façon-là, par la passerelle. Mais de l'autre, ce que je suis très étonné, ça ne dérange pas la conférence des doyens. Ça ne les dérange pas. J'ai ma petite interprétation quand même. Mon interprétation, c'est que d'une certaine façon, ils se sont dit c'est un texte de compromis. Par rapport à la suppression qui était proposée par le CNB, c'est bien, c'est mieux que la suppression. Comme ça, on ne perd pas totalement la face. Et surtout, eh bien, on va obliger les doctorants à enseigner jusqu'à la fin. Parce que souvent, l'usage, c'était quand même que l'année de la soutenance ou 2 ans avant la soutenance, on a des doctorants qui se concentrent que sur la rédaction de leur thèse. Parce que c'est vraiment, il faut dire, l'impact psychologique, on a un rythme très soutenu. C'est difficile de concilier avec des travaux dirigés ou d'autres enseignements. Certains y arrivent, très bien, mais ce n'est pas le cas de tous. Et puis, on fait des priorités, et parfois, c'est bien aussi de prioriser en disant, voilà, moi, mon cap, c'est ma soutenance de thèse. Et là, d'une certaine façon, on ne laisse plus ce choix aux docteurs.
C'est-à-dire que maintenant, là, on va dire aux doctorants, bah, en fait, si vous voulez entrer à l'école des avocats, parce qu'il faut faire un nombre d'heures déterminé pour accéder à l'école des avocats, d'enseignement à l'université. Donc, bah, la conférence des doyens a dû se dire, mais c'est très bien en fait, parce que comme ça, nous, on va récupérer un vivier de doctorants, ils vont enseigner jusqu'à la fin, et comme il y a une petite pénurie de personnel, bah, c'est pas si mal finalement. Comme ça, allez, tout le monde est gagnant-gagnant, quoi. Nous, on récupère de la matière grise pour nos travaux dirigés sur les dernières années de doctorat, alors que beaucoup ne font plus d'enseignement à ce moment-là. Et de cette façon-là, voilà, c'est un peu le deal. Vous bossez jusqu'à la fin, y compris dans les enseignements, et puis derrière, vous aurez accès à l'école des avocats. Et moi, je suis très étonné de ce deal, en fait, parce que pour moi, c'est un deal. Il y aurait pu avoir un bras de fer bien plus fort entre les deux, en disant non, on va pas plus loin que ça, parce qu'il y a un effet cliquet qui se met en place. L'effet cliquet, c'est on rigidifie les conditions d'accès à la profession d'avocat, et demain, c'est dans quelques années pour moi, cette passerelle, je vous le dis, sera supprimée. Le seul rempart, c'est le ministère, le gouvernement. Si le gouvernement se contente de retranscrire les rédactions du CNB, c'est pas la peine. Je veux dire, elle va disparaître, cette passerelle. Elle va disparaître. Elle va disparaître de façon totalement calamiteuse, parce que, en plus, on le dit, le doctorat, assez souvent, il y a des tentatives de revalorisation de la part du gouvernement, en disant mais si, il y a le prestige universitaire, il faut continuer à encourager le doctorat, quel que soit le domaine. Et en fait, ce n'est plus en adéquation avec la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on dévalorise le doctorat, quoi qu'en disent les politiques. Et là où je suis extrêmement déçu, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit comment fonctionne l'université et comment fonctionnent les avocats, la profession d'avocat, c'est qu'en fait aujourd'hui, selon moi, on empêche les docteurs de travailler. Tout simplement parce que, du point de vue universitaire, pour trouver un travail dans le domaine de la recherche, c'est de plus en plus difficile, comme je vous le disais. Et lorsqu'il y a des opportunités, assez souvent, ce sont des opportunités précaires, qui ne sont pas à la hauteur de ce grade. C'est d'ailleurs scandaleux qu'après autant d'années d'études, on soit payé, voilà, même pas, je vous le dis, 2300, 2400 euros net. Et encore, je suis gentil, ça, je pense que c'est vraiment pour les maîtres de conférences qui ont une qualification. Pour les contractuels, vous n'y êtes pas. Vous êtes, je pense, en dessous de 2000 euros, très clairement. Tous ces fameux contrats et les rues, c'est honteux en fait. C'est pas à la hauteur de ce grade. Ce n'est pas à la hauteur de l'expérience que vous avez pu acquérir dans le cadre de votre doctorat. Et une fois de plus, le doctorat, c'est un travail. Il faut comprendre. Donc ça veut dire que cette expérience-là doit être valorisée. Moi, j'ai trop entendu de la part de personnes qui n'y connaissent rien dans les études, à l'université, même une méconnaissance du doctorat, mais je pense que c'est une méconnaissance qui est très généralisée, c'est dire, bon, tu te mets à travailler quand? Mais en fait, vous comprenez pas, je travaille à l'université. Certes, ce travail va être sanctionné par un grade délivré par l'université, mais c'est un travail, et preuve en est, j'ai un contrat de travail pour pouvoir réaliser ces travaux de recherche, comme un chercheur en fait. Donc c'est un travail. Cette expérience-là ne peut pas être si peu valorisé, même en termes de rémunération et en termes de tout simplement d'opportunités professionnelles. Et de l'autre, la profession d'avocat, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous interdire d'accéder à la profession. Demain, j'entends, aujourd'hui, on peut toujours y accéder très facilement quand même, enfin je pense. Mais demain, on va vous dire c'est terminé. Et la difficulté, c'est qu'en vous disant ça, vous allez vous dire, mais attendez, je ne peux pas donner de conseils juridiques dans mon domaine de spécialisation. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon domaine de spécialisation, c'était le droit du numérique. Et en dehors du RGPD, etc., où je peux quand même faire déléguer à la protection des données, si je donne un conseil juridique en tant qu'indépendant, on va me dire, mais c'est exercice illégal de la profession d'avocat, c'est du pénal. C'est-à-dire que derrière moi,
je finis potentiellement en prison. Donc, vous voyez le problème, c'est que je ne peux pas devenir chercheur. J'ai trouvé ma voie, hein, je vous rassure, mais je schématise les choses pour les entrants, pour qu'ils comprennent un peu l'enjeu de ce qui se passe en ce moment avec le doctorat. Mais c'est, d'un côté, c'est de plus en plus dur de travailler à l'université. De l'autre, vous avez les avocats qui ont besoin des docteurs, je le pense, et qui vous disent « on va vous poursuivre ». Si vous n'avez pas le CAPA et que vous n'êtes pas inscrit au barreau, on va vous poursuivre pénalement. Et donc, vous vous retrouvez parfois dans votre domaine d'activité plus capé qu'un avocat en exercice, qui lui ne connaît pas votre domaine d'activité, dans lequel lui, il a tout à fait le droit de donner des consultations juridiques, et vous, alors que c'est votre spécialité, eh bien, c'est du pénal. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le doctorat, en fait, eh bien, il n'est pas valorisé. Je ne sais pas si c'est le propre de la France, je ne pense pas, mais en réalité, tout est cloisonné. Et c'est grave quand tout est cloisonné dans le milieu du droit. Vous êtes universitaire, bon, bah, vous n'êtes pas bien, c'est nul, vous serez un mauvais praticien. Vous êtes praticien, on vous dira, oh là là, faut repartir à zéro si vous voulez devenir universitaire. Et quand vous êtes docteur en droit, jeune docteur en droit, on vous dit, oh là là, vous avez fait une thèse, mais c'est pas encore assez pour devenir maître de conférence. Faut faire plus d'articles, faut faire plus d'enseignements. Et puis de l'autre, on vous dit également, oui, mais pour devenir avocat, oh là là, c'est pareil. Oh là là, l'université, en fait, c'est trop théorique, vous avez rien appris, vous repartez à zéro comme un Master 2. Donc comme quelqu'un qui vient de passer le CRFPA. C'est ça que moi, je défais qu'aujourd'hui, on ne reconnaît pas les acquis du doctorat. Et il est temps que ça change parce qu'on est vraiment dans une société où il y a assez peu finalement de fluidité dans l'accès au travail. Et c'est d'autant plus grave parce que cette absence de fluidité, de flexibilité, on le constate dans le domaine du droit qui normalement est censé se nourrir. Enfin, je veux dire, les maîtres de conférences, ils nourrissent les avocats critiquent en permanence les maîtres de conférences, alors que leurs recherches énoncent. Quand on est en cabinet d'avocat, on fait des recherches. Bah, je suis désolé, on lit quoi? On lit de la doctrine. La doctrine, majoritairement, elle est écrite par qui? Par les maîtres de conférences. Elle est même écrite par les docteurs et par les doctorants aussi, qui ont plus de temps, bien sûr, pour chercher des détails, des sujets. Et ça va nourrir, bien sûr, ensuite les praticiens. Et les praticiens, de la même façon, moi, je n'ai pas d'inconvénient à ce qu'ils viennent faire profiter les étudiants de leur savoir dans le cadre du cursus universitaire. Donc, faut arrêter de se tirer des balles dans les pattes en permanence. Il est temps que tout ça se termine. C'est le message que je voulais vraiment partager avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse éventuellement débattre. Et je vous dis à très bientôt sur les internets. Merci.